Bonjour, ici Isabelle Bernier. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qui sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de commencer juste pour vous rassurer. Vous allez voir les 3-4 premières minutes, on dirait que mon micro est sur une bande AM en 1928, ça griche. Je vous rassure, ça dure pas longtemps puis le reste de l'entrevue se fait normalement. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, je vous laisse en compagnie d'Isabelle Bernier. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 53 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois Isabelle Bernier, qui est une coureuse que je suis depuis plusieurs années, qui est super inspirante par les défis qu'elle accomplit, mais aussi parce qu'elle a un côté artistique que, moi, vous le savez, j'aime beaucoup ça, les gens qui écrivent, qui réussissent à mettre des mots, des émotions avec la course et tout ça. Donc, je suis vraiment content, on va pouvoir parler de ça aussi. Donc, bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Comment se passe ton été? Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de beaux moments dehors, là, dans les sentiers, sur la route. Là, j'en profite. C'est quelque chose de précieux. Puis on a vraiment une saison exceptionnelle là, malgré tout ce qui s'est produit. Là, je nous considère choyés. Ben oui, puis on voit la belle forêt derrière chez vous. C'est inspirant tout ça. Ça met le ton pour une discussion inspirante, calme, à parler de courses, de projets, de voyages, parce que je pense qu'il y a ça qui s'en vient pour toi, plusieurs beaux voyages. Fait qu'on aura l'occasion d'en jaser. D'habitude, j'accompagne mes entrevues d'un breuvage alcoolisé, d'une bière avec mes invités, mais là, il est dimanche matin, c'est un peu tôt. Je sais pas pour toi, moi j'ai un petit café ici, ça va accompagner la discussion. Oui, j'en ai un aussi. Bon, ben parfait. Moi, j'en profite pour remercier la gang de Capic 1 qui m'a fourni ce beau petit café-là. Leur café qui est vraiment très bon. Puis, ceux qui connaissent pas Capic 1 Expédition, ben allez voir ça. C'est la gang de Raise a Hab qui produit du café, mais qui produit aussi des aventures, qui font des aventures complètement débiles. Incroyable. Dans l'Arctique, dans le Nord, c'est un café que moi j'ai adoré. J'étais allé sur leur site Ray en train de faire une expédition, puis il y a son gros café chaud, il fait moins 45, il n'y a pas de mitaine. Bref, j'étais allé voir ça l'autre fois, j'ai fait ah wow, c'est vraiment très hot. Ah oui, puis c'est vraiment un personnage inspirant aussi. Là, je suis là, puis formidable. Ouais. Exact. Il y a moyen, je pense, dans notre belle communauté de s'inspirer de ce qui se passe autour, de suivre les gens. C'est ce qui est beau avec les médias sociaux aussi, c'est que des fois, encore plus dans une pandémie, il y a bien du négatif relié aux médias sociaux, mais il y a bien du positif aussi. Des fois, ça fait tomber les barrières, tomber les frontières, puis ça permet d'aller, moi je dis, butiner un peu à droite à gauche, aller chercher de l'inspiration. Je pense que tu recules de 30-40 ans, si tu te mettais à faire un nouveau sport, ben tu allais chercher des livres. Moi, j'ai le mien ici qui est le tien, mais au-delà de ça, il y avait des limites. Là, on ouvre le cellulaire, puis on peut voir qui fait quel défi, puis qui se lance dans quelle aventure et tout ça. Puis c'est bien le fun d'aller butiner puis voir ce que les gens font autour, puis ça donne des idées. Oui, je pense que ça permet aussi de se sentir relié. Tu sais, on peut le vivre de façon négative ou positive, mais dans le cas d'aventures comme ça, justement, de pouvoir suivre, de voir en images, de lire. C'est vrai, tu sais, autrefois, il fallait aller se plonger dans une bibliothèque, ce qui est aussi magique, mais là, on a plusieurs dimensions, plusieurs sens qui sont interpellés. On dirait que c'est plus complet. Ouais. Exact. Tu as participé à d'autres podcasts. Tu sais, les gens peuvent te connaître parce que tu écris, tu es beaucoup suivi sur les médias sociaux. Fait que je veux pas qu'on passe l'épisode complet à ce que tu nous racontes ton histoire parce que tu l'as fait ailleurs. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous parles de tes débuts en course à pied. Comment
Comment on est passé de quelqu'un qui court peut-être, quelqu'un qui se met à la course, puis là, qui se lance sur des 100 000 en course en sentier, comment cette progression-là s'est faite, puis comment la piqûre s'est donnée? Oh, hey. Grosse question en partant, hein? C'est ça. Ben, c'est sûr que dans peut-être mon bagage de vie, j'ai toujours aimé sortir longtemps. Comme j'en parle dans mon livre, là, j'ai quand même passé mon adolescence dans les cadets de l'armée, donc c'était le genre, c'était pas des courses formelles comme on en connaît aujourd'hui, mais on pouvait partir de plusieurs jours à plusieurs semaines en forêt et s'y perdre. Là, on avait quand même des boussoles et tout. Puis tu sais, c'est dans mon souvenir, puis dans les expériences que j'ai cumulées, c'est vraiment des moments où je me sentais pleinement habitée, puis rayonner, si on veut, quand on se sent dans notre énergie puis qu'on a l'impression d'être à notre place, me plonger dans la forêt, pour moi, c'était ça. Donc, j'ai fait un peu d'athlétisme, mais je me suis promenée pas mal dans l'univers du plein air aussi. Puis, à un moment donné, j'ai repris peut-être plus longuement la course au lieu de combiner plein de choses. Puis, c'est devenu un moment pour moi important, puis j'en voulais toujours plus parce que j'aime ça. Donc, c'est pas que ça s'est fait tout seul parce que je pense que quand on vit ce genre d'expérience, il faut quand même s'entraîner puis se préparer si on veut peut-être se rendre jusqu'au bout puis ressentir qu'on a l'attitude de le faire puis c'est sûr que le corps a mal quand même, là, mais on gère peut-être mieux. Donc, c'est progressivement, mais c'est vraiment par amour pour les sorties. Puis avec les années, ben c'est ça, là, en dehors d'un réseau officiel, donc par plaisir pour moi-même, là, j'ai allongé mes sorties. Puis éventuellement, malgré une crainte de me présenter sur le pas d'une ligne de départ de course, j'y suis allée. Puis là, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça. Mais j'adore l'aventure, là, je pense que c'est ça aussi. Ouais, puis tu as un parcours, j'ai regardé ce que tu as fait aussi, tu as des défis en trail pur dans ton coin de pays, des cantons de l'Est, ou dans des courses internationales au Québec, peu importe, mais tu as aussi des défis de route, puis j'ai l'impression que la route a encore une part super importante dans tes défis sportifs. Est-ce que tu traces une ligne entre les deux sports ou pour toi c'est la même chose, c'est que l'environnement autour qui change? Ben, déjà, d'un point de vue pratique ici, je viens de recevoir la famille d'Olivier Leménaire, là, qui est parti pour une année à vélo. Cette famille-là est arrivée de ma porte en me disant « Ouf, il y en a des côtes ici! » Puis la route, la trail, ben, c'est juste déjà l'environnement dans les cantons de l'Est où je me trouve fait que justement la route, le gravier, la forêt peut-être s'entrelacent là, assez facilement et naturellement. Donc, c'est sûr que à la base, quand je sors, je pars de chez moi, je mets mes espadrilles, je prends mon sac d'hydratation, puis je vais partir sur la route. Après, entrer en forêt, on est vraiment formidablement choyé. Là. Je peux rentrer, aller dans la montagne, puis je peux partir des jours comme ça. Un peu comme, je sais que le QMT, parfois, on a des portions de route. Donc, c'est un peu l'aspect pratique qui fait que je me suis enlignée comme ça. Mais sinon, c'est aussi, je dirais, sur la route, là, il y a si je distingue les deux, sur la route, pour moi, c'est vraiment un espace où on entre dans sa tête, où on va méditer ou focusser sur nos pensées parce que notre mouvement demeure. C'est même s'il y a du dénivelé, même si le terrain change un peu, versus entre elles, mais ça, pour moi, c'est comme une passion totale de juste être dans le moment présent. En tout cas, la façon dont moi je le vis, on peut pas se perdre dans notre tête entre elles parce qu'on tombe. Pas longtemps, en tout cas. C'est ça. À moins d'être dans un gros sentier de 4 roues, mais il faut toujours être là, vigilant. Puis c'est pas un momentum réflexif incroyable. C'est deux états d'esprit, deux états d'être très différents. J'ai encore du plaisir à expérimenter les deux. Mais
en étant consciente que c'est ça, c'est vraiment pas la même chose. Sauf que je m'en voudrais de pas sortir sur la route en plusieurs endroits parce qu'il y a aussi des paysages magnifiques, puis on croise des animaux, on rencontre des gens. Il y a toutes sortes de trucs magiques qui se produisent partout, dans les deux contextes. Est-ce que des fois, tu te lèves, tu sais que tu vas aller courir, puis ce que tu as besoin personnellement à ce moment-là, émotionnellement ou peu importe, oriente ton choix? Si tu sais que tu as besoin d'aller dans ton état d'esprit, comme tu disais, en réflectif, dans tes réflexions, est-ce que tu pars sur la route, puis quand au contraire, tu veux un peu plus t'évader dans le bois, ben tu y vas. Est-ce que ça oriente un peu selon ton état d'esprit? Oui, oui, ça se produit ponctuellement, puis c'est important pour moi d'être à l'écoute de ça aussi, effectivement, parce que ça me procure des sensations, puis même de l'inspiration, tu sais, à d'autres niveaux, là, c'est différent. Puis sinon, d'un point de vue vraiment très terre à terre, il y a aussi, pour moi, là, le facteur enfant et routine de travail. Donc, c'est possible que je troque une sortie en forêt pour une sortie sur route en fonction de l'horaire, là. Mais je sais que la forêt est à côté. Là, je ne peux pas dire que ça va réarriver dans un mois ou deux. Là, c'est là. C'est vraiment à moi de construire avec ça. Ben oui. Puis, est-ce que c'est toi qui es auteur? Je le disais tantôt rapidement, mais tu as près d'une dizaine de livres jeunesse à ton actif, plus Le trajet parallèle qui est sorti en avril 2021, donc il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu écris quand tu cours? Est-ce que ça t'arrive d'arrêter, prendre une petite note, repartir, ou c'est deux disciplines qui ne s'entrecroisent pas? En fait, si j'entends toujours, des fois, c'est ça, l'inspiration arrive, là, puis là, ça tourne en boucle. Puis, soit je me répète comme un mantra pendant 2 heures, mais parce que je ne veux pas m'arrêter, ou encore, je prends mon téléphone, puis en fait, j'utilise le dictaphone. Mm-hmm. C'est plus rapide, là. Ça m'est arrivé de courir en parlant aussi. C'est pour ça que je vais dans la forêt, dans le fond. Ça fait des beaux vocals avec le petit bounce de course, puis là, hop, hop. Oui, mais c'est clair que oui, c'est certain que quand on court, en tout cas pour ma part, il y a plein d'idées qui arrivent, puis des situations qui s'éclairent aussi. Là, on dirait que les liens se font, puis là, tout d'un coup, je vois l'image, puis je vois le texte, puis j'apprends ou j'ai appris à retenir ça, puis à le conserver pour le transposer, mais je ne m'arrêterai pas pendant 40 minutes pour dicter non plus. Là. Je vais juste essayer d'aller plus vite dans ma sortie pour venir consigner ça. Ça te motive à finir plus vite, là. Ouais. C'est ça le secret de la vitesse d'Isabelle, c'est le fait que quand elle a une bonne idée, il faut rentrer à la maison le plus rapidement possible. C'est ça. Est-ce que ça t'arrive des fois en courant quand on tombe dans un état, en tout cas moi je le sais, des fois on tombe dans un état de vulnérabilité, puis je veux pas dire qu'on court, qu'on se met à pleurer, mais plus un état où, je le sais moi quand ça fait longtemps, quand la douleur arrive, soudainement on dirait que les antennes se lèvent, puis on capte un peu plus autant les éléments extérieurs que les réflexions vont des fois plus loin, puis la tête va à des drôles d'endroits. Est-ce que ça t'arrive de pas trouver une solution à un problème, mais tu sais, je sais pas, dans tes livres ou dans ton travail, ou peu importe, d'être buté à quelque chose, puis à un moment donné, c'est en courant que cet état-là a amené des pistes de solutions ou des nouvelles idées ou des réflexions? Oui, totalement. C'est un petit peu ça que je disais. Là, des fois, je vois vraiment comme un mind map. Là, on dirait que c'est comme si le tableau apparaissait devant moi. OK. Les liens se font. Puis là, j'entends les idées. Ben oui, des fois, il y a des solutions parce qu'il y a tu sais, quand on est peut-être dans notre vie tous les jours puis qu'on est devant une situation problématique ou qu'on vit quelque chose où il y a énormément d'émotions, là, admettons, si j'illustre, on s'en va courir, c'est comme si on prenait une distance, mais en même temps qu'on prenait aussi vraiment le temps de s'habiter. Puis là, on dirait que le pont se fait, tu sais, pour peut-être voir les bonnes choses ou, tu sais, ce qu'on a besoin de voir qu'on aurait peut-être mis plus de temps à réaliser autrement, là. Ben oui, totalement. Puis, mais moi, je me délecte de cette sensibilité-là qui est un peu exacerbée dans ces états-là. Là.
c'est ça que je trouve qui est ultra précieux aussi. Tu sais, on est complètement amené à être nous-mêmes. Puis je pense que ça fait partie des richesses qu'on aime partager, en tout cas avec les gens qui courent aussi entre elles, puis qui vivent des expériences ou des aventures plus profondes. Tu n'as pas 5 habits d'hiver qui cachent qui tu es. Là, on devient complètement exposé à ce qu'on est pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux et celles qui nous entourent. C'est fabuleux ce qui ressort de ça, là, à mon avis. Ouais, puis le fait de courir avec les gens aussi, tu sais, je me rappelle, je t'avais écouté quand tu avais fait le podcast avec Pierre-Luc Christina, puis tu parlais que tu avais couru la Diagonale des Fous des heures et des heures avec les gens, puis dans la vie de tous les jours, on sociabilise d'une façon, puis ça prend du temps avec quelqu'un de bâtir une confiance, puis se mettre à nu, ne serait-ce qu'une relation d'amitié, relation de couple, relation entre collègues. Mais tu sais, on dirait qu'en course, ça accélère ce processus-là. Je disais ça en blague la semaine passée, je courais avec David Bombardier, le premier 25-30 kilos du QMT, puis on jasait, puis on se connaît, mais on se connaît pas, puis là, on a appris à se connaître, puis on avait du fun et tout, puis on disait, tu sais, il y a des choses qu'on se voit faire ou qu'on se dit en course qu'on n'a pas dit à nos conjointes dans la vie, parce que tu rentres dans un niveau de détail où tu te vois dans une extrême vulnérabilité super rapidement. Ça faisait 15 km qu'on courait, puis là, David, ça allait pas, puis je le voyais souffrir, puis à un moment donné, il est revenu, puis c'est des choses que tu vis à une vitesse grand V dans une course, puis notre sport fait que ça accélère parce que tu peux pas cacher ta vulnérabilité quand tu es en plein milieu d'un ultra, puis tu n'as plus de masque social. Tu as vécu ça, je suppose, dans d'autres courses, mais tu en parlais beaucoup, la Diagonale des Fous, tu as passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures avec des gens que tu connaissais peut-être pas beaucoup a priori. Je suppose que ça a accéléré la connexion avec ces gens-là. Oui, définitivement. À la Diagonale, là, c'est un formidable exemple, là, mais ça m'est arrivé souvent, même en entraînement, en fait. Là. Déjà, à la base, j'estime que je suis une personne assez sauvage. Donc, mais c'est sûr que la routine fait que je cours beaucoup là, seule aussi. Oui, dans la vie de tous les jours, s'ouvrir à quelqu'un, je pense que c'est une démarche, là. En tout cas, pour moi, c'est pas instantané. Puis là, quand on se retrouve, par exemple, comme à la Diagonale, dans un événement où c'est sûr que les sensibilités de chacun et de chacune ressortent assez rapidement. Où j'étais partie pas mal toute seule aussi. En fait, j'avais pris le départ avec Jean-Nicolas, mais on s'était espacé. Puis, éventuellement, de retrouver Jessie, puis de récupérer Jean-Nicolas en chemin, d'être amenée, en fait, à observer la course d'une toute autre façon, parce que je sais pas. J'imagine, là, pour chacun, on se fait toujours un plan, puis un autre plan. Puis il y a comme différentes cartes possibles là, par rapport à ce qu'on souhaite vivre ou ce qu'on croit qu'il pourrait se vivre. Puis pour moi, c'est l'exemple typique. Puis c'est ce que j'ai écrit aussi là, de toutes les barrières tombent au sens où conditions de santé pour ma part, mais aussi pour mes collègues, Jessie et Jean-Nicolas, il y a eu des réévaluations à faire, puis on est toujours conscient que ça peut arriver, mais ça fait qu'on est, quand ça se produit puis qu'on n'a pas le choix de le prendre en compte, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui tombent justement, puis qu'on met de côté, puis de choisir de cheminer avec les autres comme ça, ça apporte des moments de communication, mais aussi juste de présence, parce que quand tu es à côté de quelqu'un justement qui a juste envie de excusez pour les auditeurs, mais de vomir ou où il faut aller aux toilettes à toutes les 4 minutes. Il faut que je m'étende parce que je ne suis plus capable. Puis là, tu vois d'autres. Là, à la Diagonale, on était un petit peu loin de s'y aller de la Réunion. Puis à un moment donné, on voyait des gens de 100 km, là, mettons Elisabeth qui passait, Elisabeth Cochon. Puis là, est-ce que ça va bien? Oui, on attend Jean-Nicolas. Mais c'est des états d'esprit puis des situations qui étaient cocasses, mais parfois aussi plus risquées, plus préoccupantes, qui ont été vécues et qu'on a partagées, qui font que ça reste un moment unique. Je n'aurais pas pensé vivre ça comme ça, mais je n'échangerais pas ce que j'ai appris à propos de chacun et de moi-même dans ces moments-là, effectivement.
Ouais, puis ça fait partie de l'expérience. Puis je pense que les gens qui le font de manière, je ne vais pas dire amateur, mais pour le plaisir de faire des courses, des fois, les gens comprennent moins. Genre, je me rappelle, moi, être revenu d'Arikana où j'avais passé 125 km ou 122 des 125 km avec Steven Brooks, pour ne pas le nommer. Puis, on jasait, je parlais avec des collègues qui sont plus dans le monde triathlon, course à pied, de route et plus compétitif. Moi, j'étais là pour faire un finish puis avoir cette expérience-là sur cette nouvelle distance-là. Puis, je me rappelle avoir dit à la fin, Steven ne filait pas. Fait que, je l'avais attendu le dernier 3-4 km, puis t'aurais pu finir plus vite. Ouais, mais rendu là, ça change. First, ça change absolument rien sur la durée, là, qu'on finisse en 21h ou 21h30. Rendu là, c'était pas du tout l'objectif. Puis deux, mon point était, moi, il y a des moments que c'est moi qui traînais de la patte. Puis, j'aurais pas fini en 21h sans Steven. J'aurais pu finir un peu plus vite à la fin quand lui était plus dans le trouble que moi. Mais plutôt dans la course, c'est lui qui m'a tiré puis qui m'a amené à pas ralentir ou pas m'asseoir sur une souche puis d'attendre une demi-heure que ça passe. Fait qu'au final, l'expérience, j'aurais eu une expérience de course complètement différente s'il n'avait pas été là, mais j'aurais pas fini plus vite. Loin de là, au contraire, même, je pense. C'est juste qu'on a chacun eu nos creux à des moments différents, puis on s'est ressortis de ça ensemble. Puis encore là, c'est quelqu'un que je connaissais pas avant la course. Puis à la fin, je veux dire, tu viens de passer 20 heures ensemble. Tu passes 20 heures consécutives avec quelqu'un que tu connais pas, à la fin, tu te connais très bien. Oui, ben c'est vrai, oui, c'est exactement ça. Puis c'est comme si, j'ai beaucoup réfléchi, c'est comme si une forme de loyauté ou d'engagement, justement, on s'inter-aide. Puis oui, c'est ça, à différents moments, un ou l'autre pourrait partir puis faire sa course, mais on dirait que quand il y a plein d'imprévus puis d'événements, de noyaux, j'appelle, qui se produisent comme ça devient précieux, là. On en prend conscience, puis c'est plus juste un moment à soi, mais là, c'est quelque chose qu'on vit qui prend de l'expansion, peut-être. C'est un sport individuel qui plus souvent qu'autrement se passe en équipe ou collectivement ou entre coureurs, entre coureuses, mais aussi compléter un ultra. Tu en as complété plusieurs, les bénévoles, les équipes de sport, les crews, les pacers, toutes ces choses-là extérieures qui viennent t'aider comme coureur. On ressort là, du QMT, puis tu vois les témoignages des gens sur les médias sociaux, des genres de bilans de course et tout, puis tout le monde ne parle que de l'aide qu'ils ont reçue autour. Il n'y a personne qui fait hey, « je suis vraiment fier de ma course parce que j'ai tout fait ça tout seul comme un grand, puis il n'y a personne qui m'a aidé, puis c'est moi. » C'est tout le temps collectif, puis je trouve ça beau à voir ces témoignages-là aussi, de comprendre que c'est un sport individuel parce qu'il y a juste un nom sur le dossard, mais au final, c'est beaucoup plus qu'un sport individuel. Puis là, on parle en contexte de course organisée, mais tu as fait plein de défis caritatifs, de défis à relais. C'est tous des événements, des performances sportives qui. Le succès derrière ça, c'est le collectif, c'est la collaboration. Oui, ça, je peux vraiment, de façon caricaturale, en témoigner. Mais oui, on n'y arrive jamais tout seul, là, même des gens qui sont professionnels, ce qui fait le succès. Ils ont un talent immense, puis ils travaillent très fort, mais c'est qu'ils sont bien entourés aussi. C'est ça dans nos familles, c'est ça dans la vie en général. Là, j'en ai monté plein de défis pour lesquels je ne voulais pas demander de l'aide, puis j'avais peur de solliciter des gens, puis ça s'est passé très bien aussi, mais j'ai après transposé cette même expérience-là en allant chercher du soutien. Là, j'en prépare un autre, là, fait que quelques autres. Je le vois. Puis de recevoir le soutien, mais c'est aussi que ça donne des coups de pouce, justement, des sourires, des encouragements. Ça nourrit de part et d'autre de façon tellement différente. Puis je suis certaine qu'on, même si on est épuisé à la fin, on l'est moins que quand on le gère tout seul. Puis en même temps, je me dis c'est un petit peu ridicule d'essayer de faire tout ça sans soutien parce que le but de la chose, c'est aussi l'interaction, c'est aussi tout ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Puis c'est quand même le fondement de l'humanité, là. Ah oui. Non, puis je me rappelle, j'avais lu un article suite à un coureur, je pense que c'est un Américain c'est le gars qui a fait, il a 100 FKT. Il a atteint son 100e fastest known time, puis il en fait beaucoup des unsupported, donc il part complètement solo, autonomie complète.
puis il racontait, puis il disait, tu sais, quand je choisis un tracé qui existe déjà, il dit, même si je m'en vais le faire complètement solo, ma performance n'est pas que solo parce que j'ai besoin des splits puis du chrono du coureur précédent, de la personne qui l'a fait avant pour me motiver. Il disait, tu sais, mettons X FKT qui a fait en 10h50 par exemple. Il dit, s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait fait en 11h, j'aurais probablement pas fait 10h50, mais comme quelqu'un l'avait fait avant moi, la performance de quelqu'un d'autre est venue motiver la mienne, puis j'ai eu besoin de quelqu'un. Fait que, comme Ouais. quoi, même l'effort le plus solo en autonomie a quand même une notion collective au final, là. Ben oui, puis c'est ça, quand on est petit, on apprend par imitation, par observation. Ça ne s'arrête jamais. Non, Ouais. c'est ça. Tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant quand tu parlais de ta biographie. Tu as dit ça t'a pris du temps avant d'avoir le courage ou de passer par-dessus ta gêne, de t'inscrire à une première course. Ça a été quoi le déclic qui t'a donné la petite poussée pour le faire cette première fois-là? Des amis. La pression des pairs. Oui, ben c'était vraiment bienveillant là, qui voulait en fait des femmes qui voulaient me sortir de ma bulle, je pense. J'ai comme relevé le défi. Fait que, pression, ben oui et non, mais en même temps, je m'en mets beaucoup moi-même naturellement, mais de me faire encourager peut-être beaucoup à travers les sorties puis tout ça. Puis je me suis dit, tu sais, il y a comme plein de monde qui le font, puis ils ont l'air d'avoir vraiment des expériences enrichissantes. Je vais y aller. Puis, tu sais, comme je le disais tantôt, tu es polyvalente dans tes distances ultra, tu fais des défis solo, tu fais des défis caritatifs. On a vu beaucoup de monde dans la pandémie remettre en question les dossards, de se dire, moi, j'ai-tu encore besoin de m'inscrire à des courses et tout. Toi, comment tu as vécu ça, cette pandémie-là? Toi qui as plein de défis, qui avaient déjà, j'ai l'impression, des défis hors course organisée. Puis est-ce que tu as encore ce désir-là d'accrocher un dossard puis d'aller compétitionner? Ben c'est sûr que de ce point de vue-là, la pandémie, pour moi, ça ne changeait pas tellement quelque chose. C'est certain que ça ne me permettait pas de prendre l'avion ou d'entreprendre des défis à plus large échelle. En même temps, j'ai eu une bonne commotion, puis j'ai pas été sage. Et ça a quasiment bien à donner parce que là, ça forçait à me recentrer puis à prendre ce temps dont tout le monde en a un peu été ben, pas forcé, là, mais moi, je vois ça comme un cadeau. On a été gratifié de plages horaires dont on n'aurait probablement pas disposé autrement. Puis sinon, ouais, c'est sûr que je me suis questionnée par rapport au dossard, mais pour moi, c'était plus l'enjeu, c'est plus la santé, d'être capable d'équilibrer. Puis c'est certain que tu l'as probablement entendu, puis tu en as probablement discuté aussi avec beaucoup de gens. C'est établir, puis on l'a lu, là, établir à nouveau ses priorités, faire des choix qui sont congruents avec qui on est puis où on veut s'en aller. C'est comme tu le dis, j'ai tout le temps des défis officiels, défis officieux. J'aime et j'adore m'engager. Puis, tu sais, j'arrête pas de dire que la journée pourrait avoir 48 heures, puis je suis pas certaine que ce serait suffisant, mais là, il faut dormir. Oui, c'est ça. Il y a comme ça qui est obligatoire, hein, qui vient gruger du temps. Oui, puis, mais je peux rouler longtemps, là, c'est comme l'ultra, je peux rouler longtemps, tu sais, avec les projets, l'inspiration et tout ça, sauf que, ben, à un moment donné, c'est sûr que ça paraît dans nos sorties, ça paraît dans ce qu'on est capable ou qu'on se sent capable de livrer. Donc, pour moi, c'était peut-être une façon de me donner un délai aussi pour me sentir prête à reprendre un dossard, mais plus en possession de mes moyens. C'est certain que j'aurais pu, puis je pourrais y aller quand même, mais j'essaie d'avoir une présence puis une conscience accrue de la santé puis de mon état pour pouvoir aussi apprécier l'expérience. C'est quand même un gros effort. Puis même si on ne veut pas se mettre de pression, je pense que quand on embarque dans une course, on veut donner
tout ce qu'on a, puis souvent même juste par rapport à soi-même, on se teste. Donc, oui, il y a beaucoup de réflexions. J'ai encore envie, oui, de prendre un dossard, puis j'ai encore envie aussi de faire des projets sans dossard parce que pour moi, c'est ça l'aventure, là, aller explorer des parcours qui sont différents. Puis, j'aime ça, me retrouver dans un environnement qui va être complètement sauvage et tranquille. Et c'est certain que quand on arrive dans des grosses courses, on est souvent complètement entouré. Puis, ça a ses avantages, mais j'aime entendre la nature aussi. T'sais. Puis découvrir, c'est... Puis explorer les limites autrement, peut-être, que dans un cadre officiel. Donc, de mettre sur pied nos défis nous permet d'aller voir puis découvrir d'autres zones, je pense. Parce que c'est comme l'école, tu sais, il n'y a pas un format d'éducation qui convient à tous les enfants. C'est la même chose, à mon sens, là, dans le sport. Ouais, puis je pense que c'est le fun aussi de varier même. Tantôt, on parlait de le fait que tu varies entre la route et les sentiers, mais au-delà de ça, même de varier le type de défi, parce que la pression est un peu, pas la pression, mais je pense que tu le disais, on est bon pour se mettre une pression, même si on n'a pas l'ambition d'un podium, ça reste qu'on se présente sur une ligne de départ, puis on se fixe un temps quelconque comme objectif, mais là, du moment qu'on se fixe un temps, il y a une pression qu'on se met. Puis des fois, d'autres types d'aventures, un peu plus en mode solo ou un défi officieux ou un défi caritatif. Tu sais, des fois, quand le but d'amasser des fonds pour une cause, on dirait que l'objectif premier est celui qui est caritatif. Donc, il y a une pression peut-être de moins qui amène un défi qui est différent. Juste partir une journée, découvrir des sentiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas trop ça va durer combien de temps, ça va être combien de kilomètres, ben, ça enlève une pression complètement parce que c'est plus on part à l'aventure, puis là, ça change. Fait que c'est vraiment le fun d'alterner, je pense, ce type de défi-là. Puis ça permet de garder chaque défi frais, nouveau. Puis la fois qu'on remet un dossard, ben là, c'est le fun de retomber là-dedans. Mais tu sais, on a tous des années où on s'est mis trop de pression à se mettre trop de dossards. Puis ça fait qu'on dirait qu'on n'apprécie plus autant le moment présent de se dire aujourd'hui, je m'en vais dans le bois avec une gang, on a des dossards, on va aller s'amuser. Puis ça perd un peu de son charme quand on en fait trop. Fait que d'alterner, j'ai l'impression que ça garde un peu tous les types de défis nouveaux puis frais. Oui, ben, il y a plusieurs éléments là, que je vois dans ce que tu dis. Là, oui, effectivement, si j'ai 10 courses en 2-3 mois, ben, je fais juste rebondir d'une course à l'autre. Puis, ça enlève le plaisir, oui, de la découverte, parce que l'on est tout le temps focusé sur la prochaine, la préparation. Ça fait aussi, c'est certain que je ne peux pas sortir n'importe quand avec n'importe qui, parce que là, il faut que je reste concentrée sur mon objectif. C'est un choix, là, c'est un choix puis une discipline, mais c'est sûr que c'est à considérer. Puis l'autre chose que je me disais, là, toutefois, là, par rapport à, justement, là, quand on choisit d'endosser des causes, puis d'être ambassadeur ou de participer à un défi pour recueillir des fonds, ben, moi, quand même, je me dis, comme là, j'en ai un en perspective là, en septembre, puis je me dis, je ne peux pas lâcher parce que c'est pour la pêche. On peut quand même se mettre de la pression, là, mais c'est vrai que c'est une perspective différente. Oui. Je ne sais pas si tu as d'autres courses d'ici là, mais une des raisons pour lesquelles je voulais aussi te recevoir, c'est pour parler de l'Ultra Run Raramuri, je vais le redire, l'Ultra Run Raramuri en 2022, qui est un projet qui sort vraiment des sentiers battus, qui est dans un cadre de course officieuse, parce que c'est tout petit. Mais quand j'ai vu ça passer, quand j'ai vu que tu faisais partie de la délégation, aux côtés notamment de Stéphanie Simpson, de Caroline Côté que j'ai reçu au balado, qui s'en vont au Mexique courir avec les Tarahumaras, qui sont ceux qui ont lu Born to Run de Christopher McDougall. C'est ce peuple-là qui vit dans les Cooper Canyon, qui court en sandales, qui sont des coureurs, des coureuses d'extrême endurance. Quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, c'est vraiment trippant. Puis oui, c'est une course officielle, mais ça semble être bien au-delà de ça. Parle-moi de ce projet-là puis de comment c'est arrivé sur ton chemin. C'est comme le rêve, là. Ça fait partie de destinations puis de projets de course, je pense, qui interpellent tout passionné, là. C'est certain que
pour avoir lu, puis le moment où j'ai vu un petit peu passer l'information, là, j'ai contacté les responsables, puis en fait, je suis en train de préparer un projet d'écriture dans lequel ce projet-là cadre parfaitement. Puis, mon but, c'est vraiment, oui, on va se dépasser. Effectivement, on va courir dans des canyons, dans des zones très retirées où, comme c'est le cas pour plusieurs courses, là, ça arrive même au Québec, où, si on a besoin d'aide, là, il faudra venir en hélicoptère. Là, il y a une gestion puis une autonomie que j'apprécie. Là. Donc, ça, c'est vraiment une question d'organisation et de préparation. Être dans des canyons, des terrains différents, c'est formidable. Dans le fond, c'est dans l'État de Chihuahua. Donc, ça va être, j'en suis certaine, des paysages à couper le souffle. Puis, c'est ça, en fait, je prépare un ouvrage où je veux, c'est sûr, adresser l'expérience de la course puis différentes aventures qui vont être vécues, mais aller toucher des peuples aussi qui ont une histoire particulière. Puis, comme les gens de cette région-là courent par besoin, puis c'est quelque chose de... C'est sûr qu'on en voit maintenant sur des gros tracés, parce que c'est incroyable là, ce qu'ils font, là, qu'ils vont être invités dans des courses ailleurs, mais eux, c'est juste comme naturel. Puis, il n'y a pas le questionnement de l'équipement hyper technologique, puis je ne peux pas partir si je n'ai pas tout ce qu'il faut. Le mouvement, le bagage aussi, c'est beaucoup ça qui m'interpelle, là, la profondeur de l'expérience, en fait, je pense. Puis pour moi, chaque expérience a aussi différentes ça fait le lien entre différentes expériences de vie, puis ça touche toutes sortes de dimensions, puis de faire les connexions qu'à première vue, on ne penserait pas de faire. Je trouve ça fascinant. C'est sûr que ça va être un formidable effort physique, une découverte incroyable, des partages qui vont être très certainement exceptionnels, puis de penser, imaginer le vivre, mais aussi de voir ce qu'on peut en rapporter pour partager après au reste du monde. Je trouve ça fou. Mais c'est intéressant d'aller à la rencontre de peuples comme ça qui ont un rapport complètement différent au même sport que nous on fait. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, je ne veux pas faire de grandes généralisations, mais c'est très secondaire et accessoire. C'est un hobby, c'est un passe-temps. On s'entend au niveau où on le fait, ce sport-là, c'est un mode de vie, mais ça reste que c'est un choix 100% assumé de dire « j'aime ça courir, je vais aller courir ». C'est une nécessité pour notre bien-être physique et mental rendu à ce niveau-là, mais ce n'est pas une nécessité de vie. Quand on se blesse et qu'il faut arrêter de courir, quand il y a des événements de vie qui font qu'on doit mettre ce hobby-là, cette passion-là de côté, on continue de vivre. Mais ces peuples-là, puis là, je sais qu'on pourra en parler, tu sais, tu as ciblé 4 pays ou 4 peuples à aller à la rencontre pour ton prochain ouvrage, mais dans le cas, en tout cas, des Tarahumaras au Mexique, c'est vraiment plus qu'un hobby, on s'entend, c'est un mode de vie. Puis c'est ce qui était vraiment intéressant dans Born to Run, c'est de comprendre. Il y en a qui ont vu vraiment un ouvrage sur le minimalisme, sur le fait que ce peuple-là court pieds nus ou en tout cas avec des toutes petites sandales, mais ça va bien au-delà de ça. C'était plus que juste un témoignage pour le minimalisme. Ce livre-là, c'était de voir que l'être humain est fait, on est born to run, on est fait pour ces longues distances-là, puis ce peuple-là est un exemple de ça. On entend parler en Afrique, il y a des siècles, les gens couraient pour justement se nourrir, puis l'extrême endurance de l'être humain faisait qu'on pouvait finir par capturer des antilopes qui courent beaucoup plus vite, mais beaucoup moins longtemps, puis l'endurance humaine faisait qu'on pouvait réussir à les épuiser comme ça. Mais ce qui est fou des Tarahumaras dans la région de Chihuahua au Mexique, c'est qu'eux, c'est encore ça. Une preuve, l'être humain partout dans le monde, c'est comme habitué puis a arrêté de courir par nécessité, puis eux, c'est encore le cas. Puis là, tu vas aller à la rencontre de ces gens-là. Fait qu'au-delà de la course, cette expérience-là doit être vraiment excitante. Là. Ah, l'expérience humaine, oui, complètement. Oui. L'expérience physique aussi va être difficile parce que je voyais que c'est une course de 190 km avec 10 000 mètres de dénivelé.
Oui. en autonomie quasi complète parce que vous êtes très reculé. Puis quand j'ai vu ça passer, je regardais le dossier de presse qui est super intéressant, qui donne beaucoup d'infos. Puis ça dit qu'en 3 éditions, le meilleur chrono d'un quelqu'un qui est un coureur du peuple rare à mourir qui a réalisé ça en 25 heures, 24 minutes, mais que le premier Européen avait fait ça en 52 heures. Fait que plus du double du temps. Fait qu'il y a une expérience humaine que tu vas vivre, mais physiquement, comment on se prépare pour une course? Parce que tu as fait de la diagonale des fous, c'est long, mais là, ça s'enligne pour être encore plus long, encore plus reculé dans un cadre qui n'est pas organisé comme la diagonale des fous. Ouais. Comment tu vois l'expérience physique, puis comment on se prépare pour ça? Ben, j'ai pas l'intention d'accoter le premier round. Non, mais comment on se prépare? Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup gérer moi-même ma préparation. Là, j'ai quand même été chercher un coup de main pour être certaine aussi d'arriver fraîche et non épuisée. Surtout que je veux pouvoir mener le projet à bien puis que ça implique plus qu'un événement. Puis après ça, c'est ça, là, ça demeure une gestion d'entraînement, d'horaire de discipline, poser beaucoup de questions. Mais ça, je trouve ça plutôt excitant. Je dirais que, comme à l'habitude, mon défi principal sera le repos, mais j'y travaille. C'est ça, parce que je voyais que le voyage aussi, ça va être très rapide dans le temps aussi. Vous allez arriver, vous allez faire la course, vous allez repartir. Un peu comme, puis on n'est pas obligé d'entrer dans ce détail-là parce que tu le décris super bien à Ultra Lala Podcast, mais ta Maxi Race en Chine que tu avais remporté même, mais c'est un voyage en Chine où tu es arrivé, je pense, la veille de la course, une reconnaissance, pars faire la course, puis le lendemain, tu étais de retour au Québec. Il y a cette notion-là qui est difficile. Au moins, là, au Mexique, le côté décalage horaire n'est pas trop grand. Là. C'est quoi, 1 heure ou 2 peut-être? Oui, c'est certain que oui, ça, c'est quand même toujours à considérer. Puis, dans la préparation et dans l'après, parce que je dirais qu'on le sent beaucoup après quand on revient, là, la douleur, la fatigue. Je crois que je vois ça vraiment comme un momentum, là, quand ça arrive, là, on se prépare, puis on part, puis c'est comme le bungee, là, à un moment donné, tu n'as plus le temps de réfléchir, tu sautes, tu y vas, puis tu le vis. Puis après, comme tout apprentissage ou expérience, c'est l'intégration. Donc, oui, ça demande beaucoup en préparation en amont. Ça va demander vraiment beaucoup quand on va être sur les lieux. Puis après, je pense qu'il faut rester vraiment présent à ce que sera la suite parce que ça fait une énorme différence aussi, là. C'est comme peut-être un bon exemple, les Olympiens, puis je pense que ça se discute de plus en plus, qui souvent, après leur compétition, à travers les années, se sont sentis laissés un petit peu sans filet, puis quand ça retombe, c'est physique, mais c'est aussi hormonal, puis émotionnel, donc c'est extrêmement important, là. Je tente de prêter beaucoup d'attention à ça, d'autant plus que, j'ai envie de livrer un projet de qualité, puis ça va être important. Puis est-ce que tu as parlé avec les autres athlètes qui vont y aller, du moins ceux qui sont plus près de nous? Comme je le disais, il y a Caroline puis Stéphanie. Stéphanie, je pense que tu es allé courir avec elle quand elle avait fait sa tentative de record canadien sur 100 000. Oui. Donc, est-ce que c'est des gens qui t'ont déjà contacté puis que vous essayez d'échanger puis de trouver que vous partagez vos trucs en prévision de cette aventure-là? Ça va se faire. J'ai pas de doute. Là, on a surtout échangé de petits messages rapides. Là. Caroline est actuellement en expédition là, avec Anne Bouchard. Stéphanie a une bonne routine aussi, mais là, on est en contact. Donc, c'est certain que oui aussi. Puis, j'ai envie d'avoir le partage de leur expérience aussi. Là. Je crois que c'est vraiment une belle opportunité qu'on puisse aller là-bas toutes les trois puis vivre ça. Ouais. Je trouve ça le fun. Il y a plein d'autres gens qui sont impliqués dans le projet, mais vous êtes un beau trio, puis j'ai l'impression, pour avoir parlé aux 2 autres filles, là, on se parle, vous avez des parcours vraiment différents. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment se compléter. Caroline, c'est les longues expéditions, fait que tout le côté autonomie de cette course-là,
Caroline a beaucoup d'expérience là-dedans. Toi, tu as l'expérience ultra pure, la Diagonale des Fous. C'est un profil à peu près semblable dans le sens que c'est un long effort sur une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'heures. Puis Stéphanie, ben, c'est une coureuse de haute performance, mais en mode un peu plus route et longs ultra route, mais là, en même temps, elle se lance sur Arikana, sur des. Fait ensemble, j'ai l'impression que vous êtes comme le trio parfait pour avoir chacun vos expériences, mais chacune vous aider puis vous compléter. Oui, c'est vrai. Il y a des forces et des expertises qui sont très différentes et qui peuvent vraiment être complémentaires. J'ai aucune idée de ce que ça donnera sur le terrain là, en fonction de la vitesse, mais en même temps, on peut être super bien préparé. Il va y avoir des imprévus de toute façon, comme par exemple avec Stéphanie, au défi 24 heures endurance, la chaleur, c'est comme au QMT, là, a été un enjeu très, très important. Donc, c'est plein de données desquelles on va avoir à tenir compte, mais en même temps être préparé. Puis là, Caroline, c'est une formidable ressource aussi, être préparée en quelque sorte à l'imprévu parce que l'ouverture, c'est certain que ça va donner lieu à des échanges vraiment intéressants. Puis comme tu le disais, il y a un projet de livre, un projet d'ouvrage relié à ça. Je lisais dans le document de presse, je ne sais pas si tu l'avais annoncé avant, mais dans le document de presse, il parlait justement de ton projet qu'il y avait le Mexique que tu visais, mais il y avait aussi la Mongolie, la Patagonie et le Népal. Le Népal, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce projet-là? Comment ça t'est venu en tête d'aller visiter ces régions-là, mais ces peuples-là, puis le rapport à la course, puis dans ton projet d'écriture, ça ressemble à quoi? Excellente question. Tu peux dévoiler, là, je comprends que c'est un projet qui est dans ses premiers balbutiements. Là. Oui, en fait, c'est ça. J'en ai discuté avec des professionnels, des intervenants et du milieu littéraire et d'autres milieux aussi pour tâter le terrain. J'ai eu l'opportunité de discuter avec des gens qui proviennent de ces endroits ou qui les ont visités. Là, c'est certain que dans le moment, c'est conditionnel à ce qu'on vivra au niveau politique et sanitaire. Je ne sais pas si ça va s'étirer dans le temps ou pas, mais j'y tiens. Dans tous les cas, ça va se faire. Puis, ça, c'est peut-être un peu la mentalité de l'ultra. Là. Ça prendra le temps nécessaire, mais on va y arriver. Je construis justement, je prépare des demandes pour les projets, campagne de sociofinancement et tout ça. Je suis là-dedans. Je dirais que le noyau, comme je le disais tantôt, là, c'est oui, il y a l'expérience de la course, mais je veux aller explorer en profondeur. Puis, même à un certain niveau, la connexion à la nature, peut-être la spiritualité de chacun, au sens où ils l'entendront, où ils auront envie de le partager. Mais moi, je ressens le besoin. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un témoignage qui me disait, mais ce que tu écris, c'est une quête de sens. Et je trouvais que ça avait bien du bon sens, effectivement. Puis oui, aller chercher le sens dans l'expérience. Puis c'est comme, si je le mettais en image, regarder une œuvre où on va décoder plusieurs niveaux dans le message, même si c'est abstrait, dans la couleur, où il va y avoir des dimensions différentes. Donc, de construire ce tableau-là pour que chacun puisse y trouver son compte. Même, je veux qu'une personne qui ne lit pas nécessairement de récit de course y trouve un message qui lui parle aussi, puis que ça puisse peut-être faire honneur aux gens de ces localités-là, là, parce que c'est précieux, vraiment. Mais je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès, puis je ne veux pas dire que c'est une quête de succès, mais ce qui fait que Born to Run a autant marché, c'est le fait que c'était l'histoire bien au-delà de la course elle-même. La course, c'était comme le médium, c'était quand on dit le why, c'était pas la course, c'était le processus pour lequel, en fait, c'était le processus sur lequel l'auteur a écrit pour parler justement de biologie du corps humain, mais aussi de ce peuple-là qui est fascinant. Puis je trouve ça super intéressant parce que c'est un peuple qui n'est pas beaucoup publicisé. Puis c'est correct, je pense qu'ils ne veulent pas ça. Puis c'est ce qui fait peut-être qu'encore aujourd'hui, ils réussissent à vivre à leur manière sans se faire déranger dans leur canyon de cuivre.
Mais ça va être intéressant pour toi et pour nous, lecteurs, au moment où ça paraîtra, ton projet, de découvrir ce peuple-là parce que c'est un peu, tu t'en vas dans un endroit inexploré, autant physiquement, parce que les Copper Canyon, c'est impossible à aller visiter de par soi-même puis de pouvoir aller à la rencontre de ce peuple-là. Tu sais, si tu n'as pas un point de contact, ça n'arrive pas. Ouais. Puis tu vas pouvoir documenter quelque chose que très peu de gens ont pu faire par le passé. Peu importe la manière comment tu décides de le faire, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression qu'avec ton approche, ta personnalité, ça va sûrement être apprécié aussi, tu sais, les discussions avec ces gens-là. Tu n'arrives pas, bonjour, j'ai un livre à écrire, racontez-moi des. Tu sais, ça va sûrement être très humain puis des petites connexions tranquillement. Puis tu vas aller chercher des petites perles de ce que ces gens-là ont à partager. Oui, oui, oui. Puis dans l'observation aussi, là, vraiment. Mais oui, effectivement, je dirais que, et pour ce projet, et dans l'ensemble des situations, la course est un prétexte. Ben, c'est quand même une passion, mais c'est un prétexte pour aller plus loin, dans tous les sens. Ouais, ouais. C'est très bien dit. Dans l'ordre après ça, est-ce que mettons, Népal, Mongolie, c'est relié aussi avec un événement de course comme celui que tu t'en vas faire, par exemple, au Mexique, ou dans d'autres cas, c'est d'aller sur place puis de t'imprégner de ce qui se passe là-bas? Ben, Népal, j'ai ciblé là, quelque chose, mais ça se peut que ce soit une aventure qui n'est pas encadrée aussi. Là, je suis dans les communications à cet effet. Mongolie, ben, les responsables de l'Ultra Run Raramuri ont pied à terre là-bas avec un événement également. C'est un petit peu rapproché du Mexique, là. Ça pourrait se faire. Là. Après, c'est des questions pratiques, des questions financières et tout ça. Donc, ça, c'est en évaluation. Et puis, la Patagonie, j'ai quelques contacts, mais ça va être aussi exploratoire. Fait que la démarche est aussi intéressante, je suppose, que le résultat, parce qu'il y a un peu de défrichage. Hein. C'est pas on va sur un site, on s'inscrit, on réserve un billet d'avion, puis c'est fini. J'ai l'impression que tu as du démarchage, puis j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles défricher des zones un peu moins connues, puis ça doit être motivant aussi pour toi là-dedans. C'est vraiment, vraiment excitant et enthousiasmant. Je pense que ça fait partie du plaisir de la chose aussi. Là. Ouais, ouais. Quasiment un rôle d'explorateur. Oui. Est-ce que tu as discuté avec René Hamel, moi je l'avais reçu au podcast, puis on avait beaucoup parlé de son voyage au Népal, où il y avait la course organisée, mais elle racontait que c'était quasiment sa reconnaissance qu'elle a faite dans les jours avant, qui ont été vraiment une vraie aventure, une expédition, puis elle a été sur place, puis dans son approche aussi, tu sais, elle a connecté avec les gens. Est-ce que tu y as jasé? Bien, pas dernièrement. J'avais eu l'occasion de faire une entrevue ou deux avec elle, puis d'écrire, tu sais, à son sujet. Mais oui, ça fait partie des cibles de discussion puis de recherche d'informations. Puis, tu sais, je pense qu'elle en a un souvenir là, qui est tellement vivide et c'est vivant, là, vraiment. Il y a comme tout un bagage puis une richesse. Là. C'est une formidable ressource puis un miroir aussi de l'expérience là, qui sont vraiment inspirants. Ouais. Puis est-ce que tu as vécu un peu ça à la Diagonale des Fous, à La Réunion? Parce que oui, c'est un très, très gros événement, probablement 1000 fois plus gros que l'événement que tu t'en vas faire au Mexique. Tu sais, mais ça reste que c'était un peuple unique qui vit sur une île un peu éloignée du reste du monde. As-tu senti cette connexion-là ou cette découverte d'une culture-là pendant ton voyage là-bas? Oui, je dirais. Oui, j'avais pas envie de revenir. Ben, j'avais envie de voir mes enfants, là, mais j'avais pas envie de revenir parce que je pense que si j'en avais eu l'opportunité et la latitude, là, je serais retournée dans les montagnes en haut pour prendre le temps de me connecter davantage à ces gens, justement, qui vivent peut-être un peu plus de façon retirée. Puis aussi parce que quand on passe dans ces zones-là, en tout cas pour ma part, j'avais l'impression de ressentir puis d'imaginer, tu sais, l'histoire, le vécu, parce qu'il y a comme tout un bagage là, à propos de l'île de la Réunion, l'esclavage. Vraiment, c'est gros, là, puis on n'en parle pas tant que ça, peut-être dans le cadre de la course, là, mais le bagage culturel et historique de ces gens-là, c'est impressionnant. Et que puis ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais y retourner aussi, puis prendre le temps d'en discuter, puis de le vivre autrement. Je dirais que autour de la course, là, les moments ultra précieux que j'ai vécus,
c'est ça, tu sais, prendre, par exemple, le temps de, tu sais, avec Jessie Forgue, d'emprunter un véhicule, puis de se rendre dans les hauteurs, puis d'entrer dans des petits étals ou dans des zones résidentielles qui étaient pas du tout commerciales. Mais c'est toujours ce que j'ai apprécié du voyage, là, de vraiment plonger dans la vie de là-bas, pas comme touriste, mais comme peut-être œil observateur. Et on apprend, là, il y a une richesse incroyable, tu sais, de vraiment pouvoir observer, recevoir, puis témoigner de ce qui se vit ailleurs, pas avec un œil de jugement, mais juste dans l'ouverture. Puis c'est qu'on vit dans la course aussi, tu sais, s'ouvrir complètement à l'expérience. Ouais, c'est une manière de voyager que j'ai expérimenté, bon, pré-pandémie, mais qui est vraiment le fun de juste y aller en mode observateur. Puis, oui, il y a des choses touristiques, oui, il y a des endroits qui sont beaux à voir, des incontournables, mais souvent, quand tu t'imprègnes des gens, quand tu vas t'asseoir dans un petit café, loin des quartiers touristiques, puis tu te laisses juste, tu t'ouvres tes antennes, tu lèves les antennes, puis tu regardes autour, il y a quelque chose qui se passe, puis moi, je compare ça souvent en disant, si un touriste arrive à Québec pour la première journée de sa vie, la première journée de son voyage, puis qu'il me dit où je dois aller, ça sera jamais, ce que je vais lui proposer sera jamais ce qui est écrit sur Expedia ou je sais pas où. On a, en vivant quelque part longtemps, on a nos petites places qui valent vraiment le déplacement. Puis si tu l'achètes Montmorency puis le Château Frontenac, non, pas nécessairement. C'est beau, hein, c'est correct, mais c'est pas ça qui vaut vraiment le déplacement. Puis c'est pas ça qui est vraiment le miroir de ce qui est Québec, ce qui est vraiment représentatif. Fait que, c'est exactement pareil dans le monde. Fait que c'est le fun de s'ouvrir, s'imprégner, prendre le temps. Puis c'est là souvent que ça va amener les meilleures rencontres humaines, mais aussi les meilleures rencontres avec les éléments. Oui, vraiment. Puis c'est justement, c'est pas la première chose qu'on va te dire quand tu vas poser des questions. Puis des fois, c'est juste de partir, tu sais, à pied, en vélo, en auto, en moto, peu importe. Puis sans attendre, tu peux avoir ta carte quelque part au cas où, là, mais au cas. À la découverte. Exact. Oui. Je sais que tu avais dit justement au retour de la réunion que l'objectif, c'est d'y retourner le plus rapidement possible. Est-ce que c'est encore dans tes plans? Oui. Ben, à la base, j'aurais pu concevoir d'y aller cette année, puis comme pour le tard, là, où ça s'est ouvert tout d'un coup, puis avec la situation, j'ai décidé que c'était peut-être plus sage d'attendre. Puis tu vois, là, avec les projets qui s'enchaînent, c'est certain que ça va être dans mon horaire aussi, mais ça va se placer autrement. Mais oui, je veux y retourner, puis je veux prendre le temps d'être là aussi. Est-ce que tu as des plans pour les mois à venir? Parce que là, on parlait de l'Ultra Run Raramuri qui est en avril 2022, mais d'ici là, as-tu des choses au calendrier, que ce soit organisé ou officieux ou officiel? Oui, ben, probablement Arcana. Là, j'attends les derniers développements là, par rapport aux consignes sanitaires. Puis après ça, avec le défi Everest, je me suis engagée à faire un défi de 48 heures, donc possiblement double Everest. Mais on va voir ce qui... ben, mon corps va avoir mal, mais le but, c'est ça. Mais tout en étant présente à ce qui se passe, puis aux conditions. Et cette fois, il va y avoir quand même une bonne équipe autour, là, donc ça devrait bien se dérouler, mais le but du mois de septembre, c'est beaucoup ça, là, appuyer le défi Everest, puis les différentes causes qui sont soulevées par tous ceux qui participent. Wow, double Everesting, ou en tout cas 48 heures de grimpe, c'est quelque chose. En même temps, tu l'as vécu à La Réunion, c'était pas la distance ou l'altitude parcourue, c'était pas double Everest, mais ça t'a pris combien de temps La Réunion? Tu as été combien de temps dans ces sentiers-là, dans les montagnes? Bien, on a été là 48-49 heures. L'objectif, c'était entre 32 et 40 heures. Donc, c'est certain que ça a été plus que ça, mais ça se fait. Ça dépend du rythme avec lequel on choisit de le vivre. Ouais. Avant de conclure avec mes questions éclairs, il y a une citation que tu as dite, puis j'ai juste envie de terminer là-dessus. Je n'ai même pas besoin d'avoir de tes commentaires là-dessus, mais c'est quelque chose que tu as écrit que j'aime beaucoup, puis qui a beaucoup parlé, puis j'ai envie de laisser ça aux auditeurs, puis après ça, on finira avec nos questions niaiseuses de fin d'épisode, mais je me lance avec ma voix de narrateur. Le mouvement fait partie de mes besoins et il demeure prioritaire.
J'ai 2 enfants qui grandissent, un amour profond pour la nature, pour le mouvement, pour la créativité et ces passions m'ont guidé vers la course. Point de convergence et de transposition qui m'apparaît fondamental. Communiquer, partager et grandir à travers l'aventure, à travers ce qui m'interpelle, me pousse à avancer. Je rêve de parcourir la terre à pied et de la découvrir, de la lire, de la dire, de l'écrire. J'ai l'impression que ça résume tout ce qu'on vient de se dire, mais de manière concise, belle, poétique, puis inspirante. On dirait que c'est mon terme. J'ai peut-être dit 10 fois inspirant depuis le début, je m'en excuse, mais moi, c'est ça. Je ressors de cette entrevue-là, mais de cette citation-là, je trouve ça beau. Ça résume bien. Ça me rappelle qu'on a besoin de vivre longtemps et en santé. Voilà. Donc, au-delà des défis de fou, il faut prendre soin de nous. Tu le disais tantôt, tu avais une petite commotion cérébrale en 2019, tu as pris 2020 pour t'en remettre. Moi, je te vois de l'extérieur comme quelqu'un de très engagé, déterminé, puis j'ai l'impression que tu vas au bout de chaque défi que tu te lances. Mais je trouve ça intéressant, cette réflexion-là que tu as commencé. J'ai l'impression que c'est la première chose que tu as dite, c'est qu'il faut quand même prendre du repos, prendre soin de... Si on veut faire ça longtemps, il ne faut pas pousser la machine trop fort. Oui, bien, probablement comme toute personne investie dans l'ultra-trail, on le fait inévitablement, mais le rappel de l'équilibre, puis c'est un mot qui est peut-être un petit peu galvaudé parce que l'équilibre est propre à chacun, mais trouver sa façon justement d'installer ça pour que ce soit viable et puis que ça puisse se prolonger dans le temps. Si c'est notre souhait, là, qu'on puisse être présente à ce qui se vit tout autour aussi. Là. Je pense que c'est quoi qui est important de le rappeler. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais des fois, de juste avoir des exemples de justement quelqu'un qui est allé trop loin ou au contraire quelqu'un qui a arrêté au bon moment parce qu'on est tous, je pense que c'est quelque chose qui regroupe tout le monde qui fait des ultras, c'est cette intensité-là. Personne ne se lance dans un 100 kilos, un 100 000 sans avoir un petit côté intense, mais au-delà de tout ça, il faut s'écouter puis il faut faire attention parfois. Il faut rester prudent dans notre sport qui est un peu fou. Oui, puis exactement, c'est comme tu le disais là, d'entrée de jeu par rapport à ton expérience au QMT, savoir s'arrêter au bon moment. Puis je le vois de plus en plus, puis les gens en parlent, là, j'ai un autre projet qui s'en vient où il y a des circonstances qui font qu'on mûrit ça, puis qu'on réfléchit avec une longueur d'avance. Puis je pense que c'est intelligent aussi. Donc, moi, pour terminer, j'ai toujours mes questions éclairs, qui est une manière d'apprendre à te connaître différemment, mais aussi dans la vitesse. Donc, je rappelle qu'on a des fastest known time, des FKT. Puis chez les femmes, c'est très rapide. C'est Anne Bouchard, dont tu parlais tantôt, et Maïka Lamoureux, qui ont fait ça en 14 secondes pour 10 questions. Okay. Chez les hommes, c'est Dominique Gladu-Despatie, que tu connais bien, qui avait fait ça en 17 secondes. Oh mon Dieu! À ta défense, les 3, c'était en vrai, en direct, autour d'un même micro. Fait qu'il y a une vitesse qui vient avec le fait de ne pas être en Zoom, mais il y a quand même des records Zoom. C'est Marianne Hogan qui l'a en 21 secondes, qui est aussi très rapide. Fait que je sors mon chrono. Okay. Tu me dis quand tu es prête et on se lance dans ces discussions-là. OK, je suis prête. Route ou trail? Oh, est-ce que tu m'entends? Oui. OK, on réessaye. Route ou trail? Ah? Est-ce que tu m'entends? Ah, OK. Ah, c'est la question. Oui, excuse. C'est des petites questions, c'est super rapide. Toujours 2 éléments comme ça. Excuse-moi. OK. Pas de problème. T'es prête? Oui. Là, tu l'as assez d'avance, là, fait que là... Ouais, c'est pas juste. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. La Réunion ou la Chine? Réunion. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Café ou thé? Café. Questionnaire saveur vanille ou caramel salé? Vanille. QMT ou Transvallée? QMT. Banane ou melon d'eau? Melon d'eau. Sentier roulant ou technique? Technique. Courir ou écrire? Courir et écrire. 22 secondes, c'est très, très rapide. Ouais, courir ou écrire, je me doutais que ça allait être une question piège. Je te le permets de répondre les deux. L'un va un peu avec l'autre dans ton cas, j'ai l'impression, parce que je parlais des livres que tu écris, mais tu as aussi ton blog, tu écris beaucoup, puis j'ai l'impression que chaque expérience te nourrit à te lancer à mettre ça en mots. Puis après ça, est-ce que c'est
les aventures qui t'inspirent à mettre ça en mots ou des fois c'est un besoin d'écrire que tu te dis je vais aller vivre quelque chose dans le bois puis ça va me nourrir à écrire. Lequel vient avant l'autre? J'ai toujours besoin d'écrire, mais je dirais que dans le cas de l'aventure, je me laisse imprégner puis je me plonge complètement dans l'aventure puis après le désir d'écrire est là, mais c'est comme un besoin aussi. Mais c'est intéressant que tu me dises ça parce que c'est une réflexion que je me suis fait dans les dernières semaines. J'ai envie d'écrire plus sur mon blog. Puis après, c'est de voir combien je vais partager le temps pour justement les ouvrages, le blog. Puis je veux que ce soit quelque chose d'inédit pour les prochains ouvrages et pas nécessairement reprendre certains textes. Donc, c'est un travail. Mais les deux s'entrelacent continuellement, en fait. Je pense que c'est ce qui est beau là-dedans aussi, de la relation entre les deux, puis le fait qu'un nourrit l'autre et ça continue comme ça. Puis, mais je trouve ça intéressant, j'avoue, parce que le blog, c'est du temps, c'est des billets plus courts, mais là, si tu travailles sur un ouvrage plus long, il y a le temps d'écrire, puis ça demande du temps. Tout ça, c'est pas que tu dis, hein, si les journées avaient 48 heures, tu as encore besoin de temps pour tes projets. Je serais capable de l'utiliser. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment une belle discussion qui fait du bien, j'ai l'impression. En tout cas, je le dis pour moi, j'ai l'impression que c'est la même chose pour les auditeurs, mais c'était vraiment très intéressant. Merci, c'est super apprécié. Puis c'est toujours comme magique de partager des moments là, avec ce qui nous anime et qui nous passionne. Là. C'est formidable. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi. Puis ça sera très intéressant de te suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années dans ce projet-là. Puis ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, on va en parler. Puis si tu te lances dans une campagne de socio-financement, ça me fera plaisir de propager ça. Puis il faut que le mot se passe. Puis on veut lire cet ouvrage-là. Fait que si on peut t'aider d'une quelconque façon, moi, en tout cas, ça va me faire plaisir. Puis j'ai très, très hâte de te suivre dans tes aventures. Merci beaucoup. J'ai hâte de les vivre et de les partager. Merci. Moi, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Puis je te remercie toi pour ton temps, pour ta générosité, puis pour les récits que tu nous as partagés au quotidien sur ton blog, mais aussi aujourd'hui. Tes apprentissages sont toujours très intéressants. Plaisir. À tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.